Et une semaine après les présidentielles, le troisième tour social lancé et les législatives se dessine, et on va voir comment elles se dessinent grâce à Franz-Olivier Gisbert. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Journaliste, éditorialiste, biographe, auteur du livre En attendant De Gaulle aux éditions Albin Michel et Le Sursaut aux éditions Gallimard. Oui, et vous n'étiez pas tendre, justement, dans vos livres avec Emmanuel Macron, qui a été réélu. Et finalement, c'est un petit peu ce qui est ressorti quand même de ces deux tours de la présidentielle, ce que vous lui reprochiez un petit peu. Oui. Oui, en même temps, là, il est élu. Oui. C'est une nouvelle ère qui commence, et je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut lui donner sa chance. Pas très longtemps, hein. Quelques jours, mais enfin, je pense qu'il faut respecter le scrutin. Et c'est vrai qu'on assiste aujourd'hui quand même à un procès en illégitimité, moi, qui me choque beaucoup. Parce que bon, il a été élu. Ce qui était un peu le cas le premier aussi. Hein. Et c'était le cas la première fois, vous avez raison, mais c'est un procès en légitimité qui est en plus instruit par des gens qui eux-mêmes se tirent une balle dans le pied, puisque quand Mélenchon dit il n'est pas légitime, est-ce qu'on peut dire que Mélenchon est lui-même légitime s'il y a eu effectivement une abstention assez forte? Enfin, faut pas exagérer aussi le niveau de l'abstention, parce que quand on entend des commentaires, certains commentaires, on tombe de l'armoire quand même, parce que sous 28% d'abstention, c'est très bien par rapport à beaucoup de pays démocratiques. Ça n'empêche pas les États-Unis, qui est une démocratie reconnue, où il y a en général la moitié des électeurs qui votent, parce que bon, vous voyez, il y a comment dire, une sorte d'hystérisation en ce moment du débat, et on est sorti de la phase de la fatigue démocratique, parce que c'était ça, d'ailleurs c'était le premier quinquennat de Macron, mais enfin c'était comme ça avant. Déjà, et là je pense qu'on est rentré plutôt dans une phase de décomposition démocratique, c'est-à-dire on voit bien que la démocratie aujourd'hui... oui, je pense qu'il faut le dire. Décomposition qui passe par justement aussi l'implosion de ces partis traditionnels qui étaient les Républicains et le Parti Socialiste, là. Oui, alors ça c'était, vous savez, le discours un peu infantile, il faut bien dire, de Macron pendant la campagne de 2017, c'est-à-dire on va supprimer, comment dire, le nouveau monde, ça va être sans la droite, sans la gauche, et ce sera beaucoup mieux. Je vous signale d'ailleurs, il reprenait exactement le discours de Valéry Giscard d'Estaing, qui avait le même projet en 1974, mais sauf que lui, il mettait la barre assez haut, c'était 2 Français sur 3. D'ailleurs, c'était la barre que s'était fixée quasiment Macron sans le dire. Bon, aujourd'hui, il a 1 Français sur 3. Est-ce qu'on peut gouverner un pays avec 1 Français sur 3? Je ne sais pas. Enfin, moi, je fais partie de ceux, mais je crois qu'il y a plein de Français, quand on réfléchit 5 minutes, je fais partie de ceux qui pensent que pour fonctionner bien, une démocratie, elle a besoin d'un pied gauche et d'un pied droit. Et quand je vois ce qui se passe partout autour de nous, en Europe, dans des pays démocratiques, enfin, on n'est pas quand même un petit îlot séparé du monde, eh ben, on voit qu'il y a une alternance, et on voit, par exemple, que la gauche est souvent au pouvoir en Europe. Attendez, là, ils sont là comme si, voilà, ils étaient les seuls à inventer un nouveau modèle. Enfin, les socialistes sont au pouvoir en Allemagne, les socialistes sont au pouvoir en Espagne, au Portugal, au Danemark. Oui, mais c'est une certaine gauche, peut-être. Par rapport à ce qui est proposé en France. Je suis désolé, c'est le problème de la France. C'est-à-dire qu'il y a une spécificité française. Vous prenez un c'est grand quoi la politologue spécificité française? Il y a un grand politologue du XXe siècle, du début du XXe siècle, genre radical socialiste, Albert Thibaudet, très cultivé, qui a écrit un livre sur Flaubert absolument splendide, que j'adore. Et alors, il y a, quand vous lisez, parce c'est le premier politologue français, on peut dire vraiment sérieux, et il a toute une analyse, c'est un peu littéraire en même temps, vous voyez ce que je veux dire, mais il a toute une analyse sur la gauche française, et il explique que, gauche, en latin, c'est sinistra, et il appelle ça le sinistrisme, c'est-à-dire, et il dit même, parle de mouvement sinistrogir, là, il rajoute un peu de grec dans son latin, et qui fait que la gauche française a toujours tendance à aller toujours plus à gauche. Et c'est une spécificité française. Et d'ailleurs, le mouvement, vous l'avez vu aussi, c'est que en Espagne, il y a eu avec Podemos, etc. aussi, c'était un peu ça quand même, non? Oui, mais dérives, vous ne pouvez pas dire ça du Parti Socialiste espagnol, vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est vrai il s'est allié avec l'extrême gauche, mais le Parti Socialiste espagnol lui-même, il est très social-démocrate. L'homme qu'il a porté après la fin du franquisme, qui était Felipe González, était vraiment social-démocrate.
démocrate de chez social-démocrate. Et cette tradition, elle perdure, même s'ils font des alliances. Alors qu'en France, vous dites, bon, bah donc... en France, la gauche est toujours plus à gauche. C'est sans doute pour ça, d'ailleurs, qu'elle a toujours eu du mal à arriver au pouvoir. De temps en temps, il y a un grand homme, comme ça, qui vient de l'extérieur de la gauche, jamais oublié. Ils viennent de l'extérieur. Jean Jaurès, Léon Blum, François Mitterrand, qui refont tout et qui essaient de reconstruire quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est un canard sans tête, la gauche, puisqu'il y a plus de grandes figures tutélaires. Il y a, c'est vrai, Mélenchon, qui a du charisme, incontestablement. C'est un charisme inouï, quoi, c'est clair. Et d'ailleurs, à travers ce charisme, il réussit, évidemment, comme tous les grands charismatiques, à mélanger la carpe, le lapin, tous les irréconciliables. En fait, ils sont ensemble derrière son drapeau. C'est formidable ce qui se passe. Mais ce mouvement Sinistre Gire, comme disait Albert Thibaudet, le professeur Thibaudet, ce mouvement Sinistre Gire, il rend la gauche ingouvernable. Enfin, je dis qu'elle ne pourra pas gouverner un jour. Évidemment, cette gauche-là, elle peut peut-être arriver au pouvoir, mais enfin, ce sera le chaos. C'est le chaos social, politique. Et d'ailleurs, ils ont même inventé l'histoire de refaire la 6e République, c'est-à-dire une petite assemblée constituante, style 1789, qui finit d'ailleurs, je vous signale, par la terreur, assez vite. Bon, donc, finit pas bien, je ne suis pas en train de dire qu'ils ont comme projet la terreur. Mais je veux dire, il y a quelque chose de fondamentalement révolutionnaire dans ce projet. Et c'est pas pouvoir, c'est contre-pouvoir tout le temps. La gauche sinistrisme, oui, c'est ça, sinistrisme, ce mouvement sinistriste. Et avant... C'est ça qui, comment dire, l'éloigne du pouvoir, même si elle peut y arriver un jour par hasard. Après les Gilets jaunes, et avant justement aussi cette présidentielle, on disait que finalement, les choses pouvaient se terminer dans la rue. Là, vous le redoutez aujourd'hui, ça peut se terminer en fait dans la rue ou pas. Quand alors hier, il y a eu ces manifestations du 1er mai. Alors évidemment, il y a eu, c'est pas toute la majorité des manifestants, mais il y a eu ces casseurs qui veulent provoquer de nouveau. Ça a toujours un peu existé. Non, mais ça a toujours un peu existé, mais c'est un scandale total. Mais regardez ce qui se passe à l'étranger, ça n'existe pas. Bon, c'est vrai qu'il y a eu autrefois des mouvements très violents en Italie, comme en Allemagne, la fraction Armée Rouge. Enfin, vous vous souvenez tout ce genre de choses, les brigades rouges en Italie, etc. Du terrorisme. Bon. Mais ça a été combattu par la police, ça a été combattu de manière extrêmement ferme, avec le soutien de la gauche, je vous signale. Bon. Là, ici, nous avons... Bon, la gauche se sent soi-disant proche de ces Antifa ou Black Bloc qui sont censés lutter contre le capitalisme, entre guillemets, ou contre l'ultralibéralisme qui serait au pouvoir en France. Moi, là-dessus, je pense qu'il y a aussi une responsabilité du pouvoir. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, il a la main faible. Non, mais attendez, sur cette histoire-là, il faudrait quand même mettre un terme à tout ça, qui fait de la France, comment dire, un pays mais ridicule quand on le compare à ce qui se passe ailleurs. Donc, et vous savez pourquoi ? Parce que la police n'est pas soutenue ici. Elle n'est pas soutenue. Elle n'est pas soutenue, bien entendu. Quand on voit l'histoire incroyable du Pont-Neuf, il y a une manifestation aujourd'hui, un appel à manifester. C'est normal qu'il y ait une enquête, etc. Et puis, mais enfin, a priori, il est coupable. Voilà, il arrive chez les juges, les magistrats, mis en examen, qu'il est coupable. Bon, et on fait l'enquête après. C'est honteux. Donc, je veux dire, on peut lui donner sa chance. En plus, ce monsieur qui est traité comme plus bas que terre par des magistrats. C'est un jeune de 24 ans, jeune policier de 24 ans qui a sauvé une dame il y a peu de temps, qui était tombé dans la Seine. Enfin bon, voilà, il a un beau parcours. Enfin, quand même, il a un passé. Il vient à peine d'arriver. Il a déjà sauvé une personne. Bon, alors peut-être qu'il a paniqué, qu'il a utilisé l'arme trop vite, quoi. Mais attendez, on voit bien quand même. C'est raconté par les témoins. Il y a un chauffeur de taxi qui dit il se dirigeait en direction d'un des policiers. Ça s'appelle la légitime défense. Mais c'est vrai que dans l'esprit de la justice, vous savez très bien, les policiers n'ont pas le droit à la légitime défense. C'est-à-dire, on leur rote dedans, ils vont mourir, et puis voilà, c'est pas grave. Ça fera un policier de moins. Mais c'est honteux. Et si vous voulez, vous avez cette espèce de laxisme général qui fait que vous avez ces scènes. Alors après, c'est extraordinaire, puisque vous avez la gauche qui proteste. Parce que la police n'a rien fait. C'est-à-dire, la police est toujours coupable. Soit elle agit, à ce moment-là, ce sont des tombereaux d'insultes qui tombent sur elle, soit elle n'agit pas, et à ce moment-là, c'est de sa faute. Si, par exemple, la dernière, il y a une polémique à Lyon qui est très amusante avec Grégory Doucet, le maire escrologiste, j'ai toujours j'arrive pas à le dire correctement ce mot-là, mais le maire escrologiste de Lyon, qui lui, évidemment, s'en prend à la police parce qu'il y a eu des problèmes. Mais enfin, dès que la police intervient, il est le premier à gueuler. Oui. On en parlera dans quelques instants. La suite du Grand Matin. Vous voulez réagir ? 0800 26 300 300.
vous donnez votre avis. Est-ce que vous étiez hier à cette manifestation du 1er mai? Est-ce que vous avez vu des choses? De quel côté êtes-vous? 0826 300 300. Ouais, et est-ce que le plus dur est devant Emmanuel Macron? Oui. Bien sûr, ça c'est une des questions qu'on va voir avec François-Xavier Gisbert dans un instant. Et il y a aussi sur les réseaux sociaux certains qui disent, est-ce que vous pourriez m'expliquer la schizophrénie de ces moutons de gauche qui manifestent le 1er mai contre la problématique qu'ils ont appuyée le 24 avril? Autrement dit, voilà, François-Xavier Gisbert va vous répondre dans un instant. À tout de suite. 0826 300 300, vous nous appelez. Sud Radio présidentielle 2022. La vérité en face. La vérité en face, une semaine après les présidentielles, le troisième tour social lancé et les législatives forcément se dessinent. Quel conseil à donner humblement à Emmanuel Macron pour donner ses conseils en tout cas? Les conseillers ne sont pas les payeurs. Voilà, les conseillers ne sont pas les payeurs, vous avez raison. François-Olivier Gisbert est avec nous. Je rappelle, c'est 2 livres. Auteur en attendant De Gaulle aux éditions Albin Michel et Le Sursaut. Et il en faudra du sursaut aux éditions. C'est le général de Gaulle. Des éditions Gallimard. 58, c'est formidable ce qu'il a fait. Macron n'est pas de Gaulle. Non. Bah non, c'est le moins qu'on puisse dire. On l'a bien vu. On a fait un premier quinquennat qui était un peu une page, comment dire, un peu vierge. Alors, il paraît qu'il a eu des excuses. Il y a eu effectivement l'épidémie du Covid. Il y a eu aussi la crise des Gilets jaunes. Ouais, mais enfin, la crise des Gilets jaunes, il en a sans doute une part de responsabilité. S'il y a eu cette crise, c'est que... Voilà. Mais surtout quand on compare à Giscard, je suis désolé, Giscard, il y a eu 2 chocs pétroliers. Il a quand même pu faire quelques réformes. 2 chocs pétroliers avec, je vous signale, après le premier choc pétrolier, il y a une récession qui s'élève à moins 10 points. Ça fait moins 10 points l'économie française d'un coup. Donc, et bon, il a réussi à tenir. Bon, donc, vous voyez, comparaison n'est pas raison, mais je pense que voilà, il n'a pas fait grand-chose. Giscard, lui, avec une crise grave, avait réussi quand même à faire pas mal de réformes. Peut-être d'autres temps. Et puis, c'était un septennat. Oui, c'est vrai que c'était un septennat. 7 ans, oui, c'est vrai. Il n'y a pas si 5 ans, Emmanuel Macron a dit j'entends votre colère, j'imagine qu'il va falloir qu'il l'écoute maintenant, cette colère, fermement, et qu'il apprenne à parler peut-être aux gens. Finalement, ce que fait Jean-Luc Mélenchon. Il sait parler finalement à son public. Est-ce qu'Emmanuel Macron sait le faire? Il devrait, je pense qu'il commence quand même à comprendre. C'est-à-dire le fait qu'il aille au contact, à portée de baffe, comme il dit, je trouve que c'est positif. C'est-à-dire jusqu'à présent, il l'a pas fait. Il s'y cru, quoi. C'est-à-dire, on voit très bien le premier septennat, il a dit Jupiter. Bon, là-dessus, les gilets jaunes. Il descend un peu dans la foule, et puis il remonte dès qu'il peut. Puis il a essayé de faire campagne le plus tard possible. Vous me direz, tous les présidents le font. Mais enfin, il n'y a pas eu de campagne électorale. C'est aussi ça le problème. Donc, il faut qu'il affronte les champs, et puis pas seulement qu'il aille dans les quartiers, comme il dit, mais qu'il essaie de comprendre aussi ce qui se passe, la tragédie que vit une partie de la France, la moitié de la France, celle de la France périphérique, comme dit le géographe Christophe Guilluy, c'est-à-dire la France des villes petites et moyennes. Ouais, c'est ça. Alors, François-Olivier Gisbert, tout à l'heure, juste avant la pause, je vous disais, il y avait cette question posée par un auditeur sur les réseaux sociaux et relayée par beaucoup d'autres. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la schizophrénie de ces moutons de gauche qui manifestent le 1er mai contre la problématique qu'ils ont appuyée le 24 avril? Autrement dit, donc, des gens qui ont apporté leur voix à Emmanuel Macron, qui ne l'ont pas apporté à Marine Le Pen, et qui aujourd'hui manifestent contre des décisions ou en tout cas contre la politique d'Emmanuel Macron, notamment sur les retraites, sur beaucoup d'autres sujets. Je suis pas sûr que beaucoup des gens qui ont manifesté aient voté Emmanuel Macron. Il y a quand même le secret des urnes. Oui, l'abstention plus. Vous voyez bien qu'il y a eu énormément d'abstention. C'était vrai, pas une voix à Marine Le Pen. C'était, comment dire, la formule de Jean-Luc Mélenchon. Je suis pas sûr que ces gens-là aient voté Macron. Vous regardez d'ailleurs, quand vous regardez les sondages d'après élection, vous voyez bien que voilà, c'est pas du tout l'histoire de 2017 où pourtant d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon était très en arrière de la main, mais en 2017 il y avait un soutien assez ferme. Je pense que le Front républicain a encore marché, mais c'est la fin. C'est la fin. Je pense pas qu'il marchera la prochaine fois. Et vous avez vu qu'aux Antilles, il marche pas du tout. Puisque les Antilles. Les mélenchonistes, ils avaient voté Mélenchon au premier tour, ils ont voté en masse pour Marine Le Pen. Et c'est vrai en Guadeloupe comme en Martinique. Il y a peut-être eu moins d'échos de l'extrême droite comme en France, où tout de suite les adversaires de Marine Le Pen ont brandi l'extrême droite pour qualifier et disqualifier en quelque sorte aussi le Rassemblement national. Non, ça a pesé quand même.
Non, je pense pas, parce que vous avez quand même Macron. Je pense que sa façon de combattre Marine Le Pen, c'était un peu plus habile. Bon, de temps en temps, il sortait un peu l'épouvantail de l'extrême droite, mais il allait plutôt dans le programme, les loufoqueries du programme. Vous voyez, il essayait de jouer plutôt sur l'incompétence. Enfin, il l'a traité comme une personne, normale. C'est-à-dire, ce n'était pas tout à fait le cas avant. Il a dit quand même à 2-3 reprises extrême droite, extrême droite. Bien sûr, je suis d'accord. Mais il a un peu, la dédiabolisation, il l'a accepté d'une certaine manière. Donc, on est rentré dans une autre phase. Est-ce que ça va changer quelque chose, justement, l'arrivée de Marine Le Pen, la forte présence de Marine Le Pen, est-ce que dans les législatives, elle va vraiment compter pour le coup ? Je suis pas sûr, parce que vous avez là, il y a un vrai phénomène à gauche où il y a une tentative d'union. Bon, évidemment, c'est le degré zéro de la politique. On voit très bien, écologie les Verts. C'est une bande de types qui essaient de trouver des petits avantages. On voit très bien tout ça s'est fait pour effectivement Sandrine Rousseau, pour quelle est sa petite circonscription, Julien Bayou qui faisait leur circonscription, qui se fasse élire. Enfin, on est vraiment dans la politique, dans le petit appareil politique grotesque, voilà, c'est ça, complètement. Du côté de Marine Le Pen, il y a pas d'union, c'est-à-dire, je pense qu'il y a quelque chose que Marine Le Pen n'a toujours pas compris, c'est que parce qu'elle appelle son parti de rassemblement, mais elle s'est pas rassemblée, ça n'intéresse pas de rassembler. Ah bah non, mais d'ailleurs, vous avez vu, elle ne veut pas rassembler avec Reconquête, quoi. C'est totalement suicidaire, c'est-à-dire, elle n'a aucune chance d'arriver à quoi que ce soit. Si, on voit bien, il y a une autre petite musique du côté de Jordan Bardella, enfin tout ça c'est oui, mais il dit quand même, il faut travailler avec Reconquête, avec les Républicains. Mais enfin bon, elle aurait pu quand même tendre la main. Mais vous avez bien vu qu'elle ne sait pas tendre la main, comme si elle n'avait pas de main, quoi. Elle est là, toujours sur ses positions fermes. Donc là, elle va à l'abattoir. Elle a une politique de boutiquier, disait Nicolas Beck, qui était notre invité tout à l'heure. Bien sûr, ex du Rassemblement National. C'est une petite crèmerie, quoi. Voilà. Et puis ils essayent de père en fille, et puis peut-être de fille en je sais pas quoi. Et puis ça va continuer comme ça, avec la petite famille, avec le beau-frère qui est le numéro 2, le grand conseiller, etc. Mais ça peut pas marcher, ça. Et donc, il n'y a aucune chance qu'il y ait un élan aux législatives. Bon, c'est vrai que le système électoral, en plus, ne l'avantage pas. Mais enfin, vous savez, vous allez voir, le système électoral n'avantage pas non plus trop la gauche. Vous allez voir qu'ils vont réussir à obtenir plus de députés que la dernière fois. Oui, la République En Marche, effectivement, dans ces conditions, devrait conforter ses positions, quoi. Avec l'extrême droite et la droite, enfin la façon dont ça se passe certainement. Oui, c'est ça. Non, mais dans ce cas de figure, c'est ce que je dis. La gauche va peut-être lui tailler des croupières. Parce que l'unité, ça marche toujours, même quand elle est factice. Parce que franchement, tous ces gens-là, ils vont à la soupe. Ils se vendent tous pour un plat de lentilles, pour leur petit siège de député. Et ils sont évidemment pas d'accord avec le programme de la France Insoumise. Sinon, ils n'auraient pas dit ce qu'ils avaient dit sur le programme de la France Insoumise pendant des mois et des mois. Mais ça veut dire qu'il y a un raz-de-marée Mélenchon ? Ah non, pas du tout. Je ne m'entends pas à raz-de-marée, parce que quand vous regardez politiquement, limité, vous voyez bien, la France est coupée en trois, et il y a 3 tiers. Simplement, la politique, vous savez, c'est de l'arithmétique, comme disait très justement Mitterrand. C'est une très belle phrase de Mitterrand. Il était très content de ça, d'ailleurs, il le répétait souvent. C'est de l'arithmétique, mais elle est compensée aussi par une dynamique. Et vous avez des dynamiques à la hausse et à la baisse, et vous pouvez avoir une dynamique, c'est ce qu'essaye de faire Mélenchon. Là-dessus, il joue, c'est sa carte, il a son charisme. Et Éric Zemmour, il le fait d'ailleurs, je pense, c'est une petite vacherie comme ça en passant, avec le soutien de la presse. C'est hallucinant de voir comme tous les médias sont aujourd'hui, à quelques exceptions près, ultra mélenchonistes. On ouvre. Ce que disait Nicolas Beck tout à l'heure. Mais non, mais c'est la vérité. D'un mot, c'est pas parce que Nicolas Beck le dit que c'est pas vrai. Non, bien sûr. D'un mot, Éric Zemmour, il s'est un peu brûlé les ailes. Il est allé vite, et puis ensuite de ça, il a eu sa déclaration un peu contradictoire lors du second tour. Il dit les Le Pen se sont plantés 8 fois, mais quand même, je voudrais travailler avec eux. Ouais, enfin, je pense qu'il connaissait la réponse avant, parce que s'il dit qu'ils se sont plantés, c'est parce qu'il connaît, il a étudié de près, il sait que de toute façon, c'est pas leur truc, la porte est fermée, et ils sont dans toujours un système, vous savez, de petits clans, de trahison, machin et traître, etc. C'est quoi la politique? Enfin, quand vous voyez n'importe où, vous sortez. Il va continuer Zemmour en politique, selon vous, traîtres, ils en ont rien à foutre. Il va continuer Zemmour en politique ou pas, selon vous?
Je sais pas, moi j'aurais pas conseillé de se lancer. Oui, mais j'ai pas cru, moi du tout à Zemmour au départ. Je pensais pas qu'il ferait 5%. Pour moi, c'est un exploit qu'il ait réussi à faire 7. J'ai même fait le pari que je ferais le tour d'une place importante de Paris. Je l'ai fait à la radio 2 fois de suite. On m'a obligé à le faire. Je m'ai obligé de le répéter une fois à la place Bergson. Vous voyez où elle est, à côté de Saint-Augustin. Et j'ai fait le pari de marcher à 4 pattes le long. Et s'il faisait un score à 2 chiffres. Il n'a pas fait ce score à 2 chiffres. Et je pense que il n'est pas fait pour ça. La politique, c'est un métier, ça s'apprend. Et justement, aussi, il faut tendre les mains. Il faut tendre les mains en permanence. François-Olivier Gisbert, pour conclure... Vous avez vu d'ailleurs ce que fait Mélenchon. Là, pour conclure cette émission, est-ce que le plus dur est devant lui pour Emmanuel Macron? On va demander à l'un de ses proches, un berger. Dans les Hautes-Pyrénées, à la Éric Abadi, qui est avec nous. Bonjour Éric Abadi. Bonjour Éric Abadi. Oui. Bonjour. Oui, on vous avait au téléphone vendredi matin, puisque vous aviez eu un SMS à 3h moins le quart du matin d'Emmanuel Macron qui disait qu'il allait venir donc dans les Pyrénées. Est-ce que vous l'avez vu alors finalement vendredi matin au marché? Mais je l'ai vu, bien sûr que je l'ai vu. Alors bien sûr, mais ça s'est bien passé. Apparemment, les gens étaient contents. Il y avait du monde sur le marché. Je pense que depuis 6 ans que le marché était en place, ils n'avaient jamais vu autant de monde. Donc, comment il vous est apparu? Vous avez discuté un petit peu avec lui. Est-ce qu'il est fatigué de sa campagne ou est-ce qu'il a encore d'énergie là? Bien sûr qu'il est fatigué parce que il n'y a pas que la campagne. Vous avez vu par où il est passé. Il y a eu le Covid. Aujourd'hui, c'est la guerre, la campagne. Il y a les législatives qui commencent. Donc, bien sûr qu'il est fatigué. Mais bon, il a de l'énergie et il a envie de faire encore beaucoup de choses. Je pense qu'il lui reste beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qu'il vous a confié justement sur ce qui va se passer là, ce qu'il a envie de faire? Qu'est-ce qu'il a confié? Je pense qu'il a réalisé un peu ce que les gens attendaient. Donc il est à l'écoute. Je pense qu'il va aller de plus en plus vers les gens et il laissera la parole un peu aux gens. Il va les écouter, Éric. Est-ce qu'il va les écouter? Oui, bien sûr qu'il les écoute. Je crois que les gens, je parle, il y avait des gens de chez vous, je pense pas sur radio, mais il y avait TF1, il y avait BFM TV, il y avait tout le monde. Donc ils ont pu enregistrer ce qu'il disait. Je pense qu'il est à l'écoute aujourd'hui, il est à l'écoute, et après il va falloir le laisser travailler. Vous savez, il est quand même perturbé par tout ça. Si on ne le laisse pas travailler, vous savez, à un moment. Vous l'avez trouvé changé ou pas? Ben, changé, moi non, parce qu'après il est venu, il a été bien sûr à Montgaillard, c'est là où tout le monde attendait, là, dans son intimité, là, les gens ne le laissent pas tranquille. Il vient se recueillir sur la tombe de sa grand-mère, les gens ne le laissent pas tranquille. Et après on a passé 2 heures de temps, là il est venu chez moi, là il était tranquille par contre. Bon, mais est-ce qu'il reconnaît avoir fait ou dit des erreurs? Pardon? Est-ce qu'il reconnaît des erreurs? J'ai pas entendu. Non, bon, c'est pas grave. Je vous poserai la question une autre fois. Merci Éric Abadi d'avoir été avec nous ce matin et on vous rappellera. Merci François-Olivier Gisbert. Merci à vous. Oui, je rappelle En attendant De Gaulle aux éditions Albin Michel et Le Sursaut aux éditions Gallimard. Merci de nous avoir suivis depuis ce matin.